Bonjour et bienvenue au podcast Les Cousines Bookin, avis de lecture animé par moi et chroniqué par Marie-Claire la raton-liseur. Aujourd'hui, Marie-Claire, tu nous présentes un livre qui n'est pas dans un bloc littérature japonaise. Non. Tu t'es déjoué juste avant notre période d'enregistrement. Oui, parce que quand j'avais choisi ma troisième lecture pour faire l'avis de lecture, j'avais pas encore terminé. C'est une dystopie. C'est une dystopie. Un genre que tu sembles bien apprécier. Ça dépend comment c'est présenté. Bon, ben avant d'en savoir plus, avoir tous les détails de ce livre-là et de ton appréciation, bien j'invite les auditeurs à commenter, partager, aimer et vous abonner aux différents réseaux sociaux du podcast. Ben, tu sais, je dis tout le temps les différents réseaux sociaux, mais le podcast, il y en a toujours bien juste un sur Instagram. Ben oui. Les Cousines Bookin. Oui. Toi, on te retrouve sur... La raton-liseur. Aussi sur Instagram. Oui. Et moi, ben, vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux sous le pseudonyme, tout simplement Véro. On va écouter de la musique, puis on se retrouve après ce petit moment musical entre les mains de Marie-Claire qui va nous parler du livre Dans la forêt. Marie-Claire, c'est un livre que tu nommais juste avant comme étant du genre de dystopie, dystopique, Une fiction dystopique. Je veux avoir la réponse à la question que j'ai posée. Là. Oui. Tu me dis, ça dépend comment c'est fait. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui fait que certaines dystopies vont passer au conseil puis d'autres non. Principalement, ça va être le talent d'écriture. Parce que des fois, on dirait qu'il y a une mode qui passe, là, comme quand il y a eu Hunger Games. Hunger Games, quand il est sorti. C'est un livre qui était très populaire, qui était une Son dystopie, adaptation était aussi. Oui, c'est ça, exactement. C'était super le fun. Puis on dirait qu'à partir de là, quand les maisons d'édition se sont rendues compte que c'était un filon à exploiter, il y a plein d'auteurs qui se sont mis à écrire de la dystopie, mais pas toutes aussi bien construites, pas toutes aussi... J'ai l'impression que, c'est ça, il existe plusieurs de ces ouvrages-là qui ont été écrits pour peut-être les mauvaises raisons. Bon, c'est ce que je pense, parce que quand j'ai commencé à en lire un peu plus, je me suis dit, soit ça se ressemble tout, ou soit il manque toujours un élément intéressant pour que le récit soit vraiment captivant. Fait qu'on peut pas juste copier un modèle puis s'attendre à ce que... Bon, ben ça, c'est vrai dans tous les genres, là, tu vas me dire. Absolument, c'est juste qu'il y a eu une vague populaire dans le début des années 2000 avec ça, avec les dystopies. Puis, bon, mais le roman dont je vous parle aujourd'hui, a été écrit en 96, fait qu'il est avant ça. Oui, c'est ça, lui, il est pas pris dans aucun trend. C'est ça. Je veux pas parler contre certaines lectures, sauf que moi, personnellement, j'en ai lu, malheureusement, qui n'ont pas fait mon affaire, parce qu'ils étaient mal écrites, parce que c'était pas original, parce que c'était convenu. Tout simplement. Bon. Puis là, on s'en va dans la forêt. Dans la forêt. Qui est pas un 5 étoiles, pour moi, qui est un 4, 4,5, qui est quand même une excellente lecture. Lecture 2023? Je viens de le finir. OK, fait que c'est 2024. C'est un premier 4 étoiles. Une de mes premières lectures. Ouais, c'est ça. Une de mes premières lectures de 2024 qui commence bien 2024. Je fais pas mal que des bonnes lectures. Là. Je suis contente. Là. Puis celui-là me sortait un peu de ma zone. Puis je m'attendais à rien dans le fond parce que tout ce que je savais, c'est que c'était un livre qui avait remporté un grand succès à sa sortie en 96. Pour vous parler un petit peu de l'origine de ce livre-là, l'auteur, c'est une femme qui s'appelle Jean Egland. Jean J-E-A-N, Egland H-E-G-L-A-N-D, si vous voulez aller faire une recherche. Et puis, elle est née en 1956 dans l'État de Washington. Puis, ce roman-là, Dans la forêt, c'est le premier roman qu'elle a écrit en 1996. C'est un livre, qui a été adapté en film en 2015. Mais le livre, on s'entend, là, il a été publié en 96, il fait pas partie d'une série, c'est un one-shot. Non, c'est un one-shot. C'était un livre unique, puis... Oui, exactement. C'est une expérience en soi. Oui. Puis moi, j'ai la très belle édition publiée chez Gallmeister dans la collection Totem. J'aime cette collection-là. Tu vas remarquer que j'ai les 3 livres que j'ai présentés là, dans cette série-là. Ce sont des livres poches. Puis moi, habituellement... C'est rare. Habituellement, j'aime les grands formats. Puis bon, mais là, il y a différentes raisons. D'abord, il y a l'économie, là, fait en sorte que les livres sont de plus en plus chers. Fait qu'à un moment donné, il faut être raisonnable dans nos achats. On préfère lire que d'arrêter de lire parce que le livre... Oui, voilà, c'est ça. Si j'ai le choix entre un livre à 35$ puis un livre à 17$, le choix va se faire de cette façon-là. Mais lui, c'est principalement parce que j'adore la
maison d'édition Gallmeister, leur collection Totem. Je trouve qu'ils font des belles couvertures, un beau rendu. Puis j'en ai quelques-uns déjà à la maison, puis je trouve que ça va faire une belle tablette. Parce qu'il y a ça dans le folio, pas le folio, mais dans le format poche. Ça fait quand même des belles tablettes clean. Je pense que j'ai vu sur une autre plateforme, là, je sais plus, c'est une TikTokeuse qui fait ça. Book TikTokeuse. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment, je me rappelle plus comment ça s'appelle, là. Ouais. Vous pouvez bien rire, chère amie, là. Mais c'est ça. Elle, sa bibliothèque, c'est que des formats comme ça. Ça fait une bibliothèque, wow, à regarder. C'est beau, hein? Oui, mais je trouve ça même, à la limite, un petit peu plus intéressant que les personnes qui font ça, mais qui mettent leur bibliothèque en format, en couleur, là. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Est-ce que c'est encore à la mode en 2024, ça, se faire une rainbow? Je sais pas, hein. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça a été vu, puis que ça a été vécu, puis qu'on est rendu ailleurs. Mais c'est vraiment compliqué. Mettons que c'est joli, en même temps, t'as pas tout. Tu peux ne pas tout avoir les couleurs disponibles dans ta bibliothèque, puis ensuite, c'est que retrouver ton livre, ils seront pas classés ni par auteur, ni par maison d'édition, ni par genre, ni par rien, ils sont classés par couleur. Il faut que la couleur de son apparence physique, son esthétique, c'est comme, pourquoi? Ah non, écoute, c'est parce que on s'entend, là, c'est du... Quand c'est bien fait, ça peut être intéressant, mais c'est zéro pratique. Fait que je pense que pour te faire un beau fond quand tu enregistres tes vidéos, c'est peut-être la seule raison. Là. Mais fais-toi en green screen, là, avec un écran vert. Ouais, t'as raison. Mais bon, moi, je suis là-dessus, je me permets... Si j'avais un green screen puis que je faisais des vidéos, là, je pense que je mettrais un fond de nature, forêt, quelque chose, là, tu sais. Ben oui. En tout cas, on est ailleurs. Mais non, mais c'est parce que je veux juste terminer mon idée, parce que je me permets de dire, moi, j'ai pas besoin de voir de la création de contenu avec du beau en arrière. J'ai besoin que ce que tu me dises, c'est pertinent. Ben, c'est un peu mon discours face aux photos sur Instagram, là. Tout à fait. C'est pas que je suis frustrée parce que j'arrive pas à faire des belles photos, pas du tout, mais je veux dire, je mets le temps et l'effort nécessaire pour que la photo soit un peu attirante à l'œil, mais je veux dire, c'est pas ça que je veux. Je veux pas que les gens cliquent sur ma photo parce qu'elle trouve belle. Je veux qu'ils lisent ce que j'ai à dire à propos du livre. Bien sûr. Puis, à la limite, qu'on ait des interactions puis qu'on en parle ensemble parce que je veux essayer d'aller rejoindre les gens pour leur dire, ouais, je vous présente ce livre-là, je l'ai aimé pour telle raison. Bon, voilà, on en a déjà parlé, mais c'est ça, exactement. Alors là, c'était parce que je trouvais que la couverture était vraiment belle et le format était intéressant. C'est pour ça que, tu sais... Oui, puis on est d'accord, là. On est d'accord, je sais pas si on est d'accord, mais le point, c'est que c'est correct d'aimer l'esthétisme. Oui. Parce que c'est un objet. Oui, absolument. C'est un objet qu'on possède. Fait que c'est correct d'en aimer l'esthétisme. Là, après ça, il faut que ce qu'il y a à l'intérieur des pages soit aussi intéressant. Parce que juste un beau livre. J'en ai vu dans le temps des fêtes, là, des livres là, que j'étais vraiment tentée d'acheter. J'avais des cartes cadeaux. Je me disais, wow, c'est vraiment beau. Puis là, je regardais ça. Je disais, ça n'a pas l'air super intéressant. Mais c'est pas grave, le livre est beau. Et que je passais à 2 cheveux. Puis là, après ça, je disais, non, la fille, remets ça là. Il va être dans ta page, puis tu le liras jamais de la vie. Fait que c'est ça que j'ai fait. Et bravo, t'as une sagesse. Oui, je vieillis. En sagesse. Hey, de quoi ça parle, ce livre-là? Bon, on veut savoir de quoi ça parle. On veut savoir. On s'en va vers notre... On s'en va dans la forêt. Alors, quand je vous dis que c'est une dystopie, c'est vrai. C'est que, l'histoire commence... Alors, on va suivre l'histoire de Nell et d'Eva, de 2 sœurs qui ont 17 et 18 ans, qui vivent avec leurs parents dans une maison, dans la forêt, quand même assez éloignée, parce qu'ils sont à 50 km de la ville la plus proche. OK. Ils sont à quelques kilomètres du voisin le plus proche. Fait qu'on s'entend qu'ils sont assez loin dans la forêt. Leur papa est directeur d'école, d'une école primaire à 50 km de chez eux. Leur mère est une ancienne danseuse qui s'est blessée, puis qui maintenant travaille à la maison, fait de la poterie, fait de la tapisserie, fait des métiers d'art, tout ça. Bon, dans le fond, c'est Nell qui nous fait la narration des événements, pas jour après jour, mais événement après événement, de leur situation. Donc, ça commence, puis on sait que ça fait 1 an que plus rien fonctionne, qu'elles n'ont plus d'électricité, plus de téléphone, qu'elles vivent seules dans le fond de la forêt. Elles n'ont plus leurs parents. Mais quand elles retournent dans les souvenirs, parce que c'est au début, dans la première partie, c'est beaucoup de souvenirs, pour essayer de nous mettre en contexte, leurs parents sont très présents, donc ils vont disparaître, on ne sait pas trop comment. Moi, je le sais, mais je vous le dirai pas. Merci. Et puis, on apprend que les choses ont commencé à...
La ville la plus proche est à 50 km, mais c'est quand même pas une grande ville. C'est quand même une espèce de village-ville, si on veut. Là. Donc, c'est quand même pas là qu'on peut avoir toutes les informations sur ce qui se passe ailleurs dans les vraies grandes villes. Ça se passe en Californie. Je vais oublier de vous le dire, ça se passe en Californie. Donc, je pense que la grande ville la plus proche, c'est San Francisco après ça. On commence à avoir des informations comme quoi il y a des virus, il y a une pandémie, il y a des gens qui décèdent. Comme les gens meurent en grande quantité rapidement, ça fait en sorte que il n'y a plus personne pour s'occuper de ravitailler, il n'y a plus personne pour s'occuper, un peu comme la civilisation qui s'effondre, plus l'électricité ne fonctionne plus, il n'y a plus d'essence. Juste un petit clin d'œil comme ça, il a été écrit en 96. Et puis, c'est une perle de sagesse, ce livre-là, juste pour te dire, là. Ouais, il a été écrit en 96. Fait que tout s'effondre. Donc, on voit, on apprend, on comprend ce qui se passe par écho, dans le fond, si on veut, parce que là, cette famille-là vit dans le fond de la forêt, donc ils sont comme les derniers à avoir les répercussions de tous ces changements-là. Donc, à un moment donné, quand ils se rendent compte là, que, bon, là, au printemps, plus d'électricité, plus ci, plus ça, commencent à avoir de la difficulté à s'alimenter, à avoir des aliments, bon, ils disent, c'est pas grave, on va laisser passer l'été, après ça va revenir. Ils sont toujours en attente en se disant, l'électricité va bien finir par revenir, le téléphone va finir par revenir, il va recommencer à y avoir des aliments sur les tablettes à l'épicerie. Tout ça n'arrive pas, et puis quand tout finit par s'éteindre, dans le fond, la famille n'a plus d'essence pour pouvoir prendre leur véhicule, pour quitter la forêt, pour aller prendre des nouvelles, sont coupés de tout, puis là, les filles perdent leurs parents. Donc, c'est l'histoire tranquillement de la transformation de la vie de ces deux filles-là qui, au début, sont en attente de se faire sauver. Tranquillement, pas vite, les événements vont faire en sorte qu'elles vont devoir s'adapter à leur nouvelle réalité avec ce qu'elles ont. Fait que c'est beaucoup de survie. Qu'est-ce qu'on a dans la maison pour survivre? Qu'est-ce qu'on a? On a un jardin. Est-ce qu'on est capable de s'en occuper sans l'aide de nos parents? On a un verger. Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que là, c'est la débrouillardise 101. Ces deux filles qui étaient promises à un avenir brillant, une qui devait rentrer à Harvard, l'autre qui devait aller continuer ses études au Grand Ballet de San Francisco. C'est une danseuse de ballet classique. Et puis, quand tout ça s'effondre, c'est non seulement on fait une croix sur ça, mais on est obligé de se mettre en mode faut que j'apprenne dans la forêt qu'est-ce que je peux manger. Est-ce que la forêt va être mon ennemi ou si la forêt va devenir mon ami? Puis même si c'est des filles qui sont nées dans la forêt puis qui ont appris à vivre dans la forêt, ce sont pas des... Elles ne vivaient pas comme certains des survivalistes, là. Non, parce qu'elles n'avaient pas besoin. Il n'y en avait pas besoin. Je veux dire, elles avaient accès à leur ordinateur. Puis quand tu t'en vas au Grand Ballet de San Francisco comme pour finir avancer des études, puis à Harvard, c'est pas encore connecté sa réalité. Exactement. Là. Leur plan, c'était pas de elles-mêmes continuer à vivre dans le fond de la forêt. Là. Il y a là un courant actuel là, depuis quelques temps là, de l'autosuffisance non plus. Tu sentais pas que ses parents étaient là-dedans. Là. Ben, le père était là-dedans, heureusement. Okay, bon. Le père avait déjà, lui, tu sais, c'est une personne qui est athée, c'est une personne qui croyait en l'individu qui est capable de se sauver lui-même. Il était vraiment très branché là-dessus. Puis je pense qu'il a essayé de transmettre ça à ses filles, mais qui n'en avaient peut-être rien à tirer, adolescentes, on va dire ça comme ça. Sauf que là, bon, la vie a fait en sorte qu'elles ont été obligées de s'adapter. On les suit à travers cette transformation-là jusqu'à la toute fin. Vraiment très intéressant. Fait que c'est quand même un livre qui vient pas de nous émouvoir, je dirais pas tant ça, c'est plus une quête de la transformation. À quel point un humain peut être poussé dans ses retranchements avant que l'instinct de survie kick. À quel moment est-ce que l'instinct de survie fait pop? Qu'est-ce que je ferais? Serais-tu effondrée? Je prendrais-tu les armes? J'irais-tu jusque où mes valeurs pourraient persister? Puis je te le dis, là, que je pense que tu n'as pas la réponse tant que ça t'est pas arrivé. Je peux juste absolument. Parce que, tu vois, en lisant ça, puis encore, c'est un autre livre sur lequel j'ai lu des avis qui divergent. D'abord, c'est un livre qui a connu un très grand succès à sa sortie en 1996. Là, aujourd'hui, avec du recul, on lit ça puis on se dit « Hey! Hey! Est-ce que c'est une si mauvaise idée que ça de se faire des réserves de graines, de fruits, de légumes, de... » tu sais. Bon. Bref, je veux pas rentrer dans la paranoïa, mais c'est quand même un ouvrage qui nous fait énormément réfléchir. Et les avis contraires, il y en a qui s'attendaient à voir une fin probablement
hollywoodienne. Ah dans oui, genre Disney, là, il à la heureux. fin, tu vas voir, tout va revenir, puis, tu sais, c'était juste un mauvais moment à passer. Ah oui, alors c'est que... un rêve. Genre. Ouais, genre, arc. Mais non, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment on suit ces deux jeunes femmes-là, je me répète, mais dans leur transformation, justement, Oui. puis dans la découverte qu'elles sont capables. Elles ont tout en elles pour survivre. Puis je pense que tout le monde, la majorité des gens ont ce qu'il faut pour survivre, Ouais, même si physiquement on l'a pas. Je pense que dans notre instinct animal, il y a quelque chose qui finit par se réveiller puis dire hey, regarde ce qu'il y a autour de toi, là, puis débrouille-toi avec ce qu'il y a là. Puis... Ouais. Ben moi, ça, vois-tu, je sais pas si c'est mes années de cadette qui me confirment que oui, les choses reviendraient puis que je pourrais retrouver avec mon environnement puis le matériel qui existerait mais qui serait plus fonctionnel à revivre. Mais moi, j'ai peur de l'humain. Ah, vraiment? J'ai peur de l'humain qui dirait, lui, qui aurait le goût de tuer pour posséder, reprendre un pouvoir. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on effleure très légèrement la transformation des autres humains quand elles ont besoin d'aller faire un ultime voyage dans la ville. On voit juste, on effleure là, voir de quoi pourraient avoir l'air les humains, fait qu'on n'est pas ailleurs. Fait qu'on peut comprendre, on peut s'imaginer qu'ailleurs, dans le monde, ailleurs aux États-Unis, là, il se passe des affaires vraiment dégueu ailleurs, là, que, bon, les autres dystopies que j'aime peut-être moins, là, ont été écrites pour le reste. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en retrait. On le sait que ça se passe, mais on n'est pas confronté à toute l'horreur ou à le désespoir du restant de l'humanité. Mais tu sais, on fait juste nous imaginer, nous, sans Internet. Juste ça, là. On a encore notre maison, on a l'électricité, on a le téléphone, mais on n'a plus Internet. À quel point on est démunis demain matin si ça arrive. On est démunis. Alors, imagine maintenant que... Juste pour payer un compte ou juste pour téléphoner quelqu'un. Juste pour avoir des nouvelles. Téléphoner, je veux dire, un message. Là, exactement. Bon, et puis maintenant, imagine qu'à l'épicerie, ils viennent renflouer les tablettes. On l'a vécu un peu pendant la pandémie, puis on a capoté nos vies, là. Mais ils viennent renflouer l'épicerie une fois par mois, une fois par 2 mois. Fait qu'il y a des affaires qu'on prend pour acquis, de la farine, du sucre, des choses comme ça, qu'on est obligé de rationner. Bon. Fait que ça fait peur un peu parce que c'est pas très loin d'une réalité qui pourrait arriver. Comme si on avait eu un petit coucou du passé. Ouais, c'est ça. Youhou! vous en allez là. Puis c'est drôle parce que là, je veux faire juste un petit lien, mais je suis en train de lire Alien Earth de Robin Hobb, Megan Lingham. Là. Bon, je vous en parlerai plus tard, c'est sûr que je vais vous en reparler de celui-là. Ça a été écrit en 92, puis ça parle de la destruction de la planète. Mon doigt, quand même. Ça dit, quand les gens se sont rendus compte que le plastique était désuet, qui était nocif pour l'environnement, ils ont commencé à utiliser des sacs des sacs réutilisables, mais il était déjà trop tard. Cette phrase a été écrite par Megan en 1992. Et je me suis dit... Bravo. Bon, alors, c'est pas sur une note négative que je veux vous laisser. Non, je vais vous amener à lire ce livre-là qui est quand même utile, je pense. Puis, il y en a qui jugent que c'est un livre qui est plutôt féminin, parce qu'on va aborder des problèmes féminins, parce que c'est 2 femmes qui sont prises dans la forêt avec leurs problèmes de jeunes femmes. Mais je pense que ça peut être intéressant vraiment pour tout le monde. Un lecteur qui a le goût de lire, le livre, à la limite, pour moi, là, je veux dire, quand je lis, j'ai pas de genre. Moi, personnellement, là, je lis, là, mais il y a des intérêts, il n'y a pas de genre. Voilà, c'est ça, exactement. Fait que, est-ce que je t'ai donné le goût de le lire? Ou voir le film? Oui, non, je penserais que je vais commencer par le livre. Et une des raisons que il va probablement pas être lu immédiatement, c'est qu'actuellement, je suis dans une phase de ma vie philosophique existentielle là, où à chaque fois, tu sais, le vieillissement, puis là, quand je parle du vieillissement autour de moi, on me dit « Oui, mais Véronique, lâche prise, t'as pas de pouvoir là-dessus. » Mais là, quand on parle d'une dystopie qui m'amène dans un monde ou une pandémie, et puis, je suis en train d'écouter 12 singes, la série, où, non, je suis trop collée. Je me sens pas anxieuse, sauf que c'est beaucoup d'images rapidement dans un court laps de temps où on active la possibilité que moi, c'est ça, parce que moi, j'ai une définition de moi dans un contexte comme ça, où c'est sûr que je meurs. Pas parce que... Non, mais c'est... T'es pas confiante. Ben non, mais moi, j'ai pas de problème à prendre soin de moi puis de survivre puis à me trouver un moyen. Mais moi, je pense pas que je vais tuer pour vivre.
Tu comprends-tu? Je me vois pas, puis je t'en parle, puis je viens émotive, je me vois pas mettre quelqu'un à mort pour pouvoir jouer du pouvoir, puis, tu sais, il y a trop de monde qui sont armés dans un pays en dessous de moi, que je sais que je ne vois pas pourquoi je serais l'une des survivantes. À moins d'être cachée, puis d'être... Absolument, mais c'est ça. Fait que ça met ton cerveau en mode trouver des solutions à un problème qui n'est pas encore là. Qui n'est pas encore là, puis mais qui pas... C'est ça. C'est plus possible que ça se produise dans un avenir rapproché, ça, selon moi, que de me faire enlever par un extraterrestre prochainement. En tout cas, qui sait? Mais bon, écoute, la fin du monde. Mais ça s'appelle quand même une fiction dystopique. Oui, voilà. Parce que là, nous, on lit après une pandémie. La pandémie qui a malgré tout été très soft. Là. Ah oui, on s'en est sorti. Là. Ben, c'est pas tout le monde qui s'en est bien sorti. Mais ça nous a quand même tiré la sonnette d'alarme, de dire, oh, faut s'organiser. Là. Tout à fait, mais... Faut s'organiser. Faut pas attendre à ce que ce soit le gouvernement puis l'environnement autour de nous qui va s'occuper de nous maintenir en vie. Là. Faut qu'on soit un peu plus allumé que ça. Absolument. Bon. Mais c'est dans cet état-là, un peu plus positif qu'on peut dire, on a quand même un peu de pouvoir sur notre environnement collé sur nous. Oui. Ceci étant dit, ça met fin à la vie de lecture. Oui. Puis là, tu t'en vas tranquillement pas vite vers le quiz. Suivez-nous, même si on a été un petit peu angoissante. Suivez-nous jusqu'au quiz. C'est ça. Je le sens encore dans mon énergie. Tu fais comme, moi, c'est 12. Mais écoute, je suis obligée de dire que le livre se termine quand même sur une note d'espoir, OK? Une note de « Hey, on n'est pas con », OK? On l'est un peu, mais si on prend le temps de réfléchir, on peut ne pas être trop con. OK. Mon quiz s'intitule « Survie en forêt ». Qu'est-ce qu'on peut manger puis qu'est-ce qu'on peut ne pas manger quand on est dans la forêt? Ouais. Je vous parlerai pas des forêts québécoises, j'ai failli le faire, sauf que là, je voulais vraiment être en lien avec la lecture, ceux qui l'auront lu puis qui veulent jouer un petit peu sur leur mémoire. Sinon, je vous invite à aller faire des recherches, mais je pense que je vais vous donner les réponses à la fin du quiz parce qu'on a dit que c'était compliqué maintenant à aller mettre les quiz sur les cousines bouquines. Donc, j'y vais avec, selon toi, Véronique, des glands de chêne. On parle vraiment du gland, là, tu sais, avec le petit capuchon, là. Ah, mais je pense que c'est... Est-ce que c'est comestible ou c'est pas comestible? Je pense que c'est pas comestible. Mon souvenir... écoute, j'essaye. Parce que je me rappelle, là, je me vois jeune cadette, on les ouvrait, mais je sais pas si on les mangeait. Il me semble que c'était poison, mais je me trompe pas. Est-ce que tu préfères que je donne les réponses tout de suite ou à la toute fin? Tout de suite. Tout de suite, OK. Ouais. Ben, on va en parler tout de suite, on va vider le sujet. Ouais. Avec le gland de chêne, comme ça, t'as raison, tomber de l'arbre, mettons que tu décapsules, tu essaies de manger l'intérieur, c'est pas comestible de cette façon-là. Mais c'est quelque chose qui est très protéiné et qui est très utile à la survie. Quand tu sais comment l'apprêter, il faut enlever les tanins à l'intérieur. Fait qu'il y a une façon de filtrer les tanins, après ça, de faire sécher la pâte, puis après ça, de l'écraser pour en faire une farine de gland. On s'entend que ça prend plus que la petite information que j'ai appris, parce que moi, quand en fait, si tu le trouves à terre, tu le manges pas comme ça. Bon, ça, c'est une bonne information, sauf que c'est un aliment qui peut être très nourrissant si on l'utilise de la bonne façon. Mais comme tu viens de me l'expliquer, faut que tu ailles le réflexe, puis tu te donnes du temps, parce que faire de la farine avec des glands, tu n'en cueilles pas juste un, là. Il faut que tu en cueilles vraiment beaucoup. Tu te cherches des amis écureuils. Oui, tu en cueilles beaucoup. Deuxième plante, le pavier de Californie. Et je sais même pas si c'est une plante ou un arbre. C'est un genre d'arbuste avec des fleurs rouges qui est très joli. En fait, je vais vous le dire d'avance. Le pavier de Californie, c'est quelque chose... Je ne vais pas d'avance, je vais vous le dire là. C'est quelque chose de très toxique. C'est une plante quand même qui était utilisée pour... embellir les plates-bandes, puis souvent les gens plantaient ça autour des arbres pour faire des belles... Oui, des beaux arrangements floraux. Mais tout est toxique là-dessus, la fleur, les feuilles, tout. Là, fait que les animaux, les enfants, personne ne peut manger de ça, fait que c'est quelque chose qui... C'est juste beau. C'est juste beau. Vous pouvez aller googler, voir de quoi ça a l'air, le pavier de Californie. Maintenant, quelque chose qui ressemble, pas physiquement, mais dans la prononciation, le pavot de Californie. Si j'utilise le mot du pavot, c'est comestible, mais est-ce que celui de Californie, est-ce que celui de Californie l'est? Oui. Okay, aussi. Le pavot, c'est une plante qu'on peut infuser, les grains de pavot, puis que des... C'est pas la base de la cocaïne, du pavot? C'est la base de...
bouge pas. Oui, c'est une drogue, le pavot, là. C'est pas la cocaïne. C'est pas la cocaïne, c'est l'opium. C'est l'opium. Mais c'est une drogue, mais quand on l'utilise en grande quantité, là. Mais en petite quantité, il y a moyen de faire... Ben, c'est parce que c'est utile, c'est comme n'importe quelle plante médicinale. Il faut la doser. Mais parce que peut-être que tu as besoin aussi d'halluciner un peu quand tu es dans un état de dystopie. Ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir t'envoler ailleurs que dans ton monde tout détruit. Mais je pense que c'est stimulant aussi, si je me trompe pas, je pense. Que je peux me faire une erreur, mais je pense aussi que c'est un petit kick, là. Le raisin d'Amérique. Le raisin d'Amérique. On l'appelle mon raisin que je mange, parce que probablement il vient pas de chez nous, mais là, aujourd'hui, nos raisins qu'on achète à l'épicerie, là. Le raisin d'Amérique, c'est une petite plante ça ressemble à une grappe de raisin, là, des petites boules toutes collées ensemble. On l'appelle aussi, son autre nom, ce serait le teinturier. Moi, je dirais que c'est pour les animaux, mais pas pour nous autres. C'est pour personne. Ah, c'est vraiment pas. Je fais mourir les petits animaux. Pas fine. Puis là, je suis obligée de vous dire que j'ai fait une erreur dans mon affaire. C'est que je me suis trompée. Quand j'ai fait mes recherches, j'avais la bonne réponse. Je vous ai pas donné la bonne définition. Le pavier de Californie, ma deuxième question, c'est bel et bien toxique, mais c'est pas le pavier de Californie qu'on utilise pour faire les... c'est pas celle-là qui est rouge, puis qui est... Non, c'est vraiment le raisin d'Amérique. Je me suis trompée. Okay. J'avais pas la bonne image dans ma tête. Le pavier d'Amérique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus... C'est beau aussi, quand même. C'est quand même toxique. Tandis que le raisin d'Amérique, c'est vraiment celui-là qui a été utilisé pour décorer les plates-bandes, qui est attirant. Puis c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que c'est une plante qui est attirante, puis qui peut avoir l'air d'être délicieuse. Mais il faut pas la manger. Il faut pas la manger. On l'appelle teinturier. Ça donne... Déjà, ça m'a aidé, là. Puis le dernier, celui qui est connu, je pense, de la plupart des gens, l'écorce de saule. Ah, vois-tu, moi, je suis pas la plupart des gens, mais j'aurais dit que ça doit se manger. Je pense que ça doit s'infuser. Ouais. Ça s'infuse. Ça s'infuse très bien. C'est pour faire principalement tomber la fièvre. Okay. L'écorce de saule, ça a été utilisé depuis très longtemps par les tribus amérindiennes. Il faut leur dire merci aux tribus amérindiennes. D'ailleurs, notre héroïne, Nell, dans le roman, fait de la lecture. Ses parents ont une encyclopédie, tout ça, puis elle lit sur les anciennes tribus, les Pomos qui vivaient en Californie, puis leur méthode de cueillette dans la forêt, puis elle en a appris vraiment beaucoup. J'en ai appris moi aussi en lisant ça. Puis, justement, on apprend que l'écorce de saule, c'est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps en médecine naturelle pour faire baisser la température, et puis ça a toutes sortes d'autres propriétés très intéressantes pour le corps. Alors, on peut s'en sortir quand on sait comment utiliser ce qui est autour de nous. Autour de nous. Absolument. Mais faut pas faire comme... Il y a un film qui s'appelle dans le jeune garçon qui part en Alaska. Ah oui. C'est triste, ça. Je sais. Wild. Into the Wild. Into the Wild. Parce que Wild, c'est l'autre film avec l'actrice qui part faire la trail. Oui, c'est ça. C'est pas la même Oui, affaire. parce que Wild, c'est Madame Witherspoon. Oui, c'est Reese Witherspoon. Puis Into the Wild. Into the Wild, c'est le jeune garçon. Mais ça, c'est un fait vécu. Je sais pas celui que Reese Witherspoon s'est inspiré de, mais non, pas du tout. C'est une autre affaire. Into the Wild, c'est vraiment l'histoire du jeune homme. Là. Ah oui, j'ai tellement eu de peine. Puis justement, quand il décède, il a mangé des petites... Ben, il s'est trompé. Il avait son livre, puis il savait pas manger. Bon, donc faites attention. Parce que même si on sait, on peut faire des erreurs, parce qu'on peut finir par être distrait. Je pense qu'il avait trop faim, puis qu'il était étourdi. Il mangeait du lièvre. Quand tu manges trop de lièvre, c'est une viande qui prend trop d'énergie à digérer pour ce qu'elle t'amène comme nutriments. Bon, si c'était un avis de lecture plus lourd que d'habitude, ce n'était pas l'intention. Mais c'est ça quand on parle de ces sujets. C'est une lecture nécessaire, puis c'est de regarder une réalité qu'on a côtoyée de façon plus douce, de façon plus légère. Mais là, actuellement, on est dans cette période-là de croire en l'humanité, puis qu'on va se réinventer. J'aime pas ça, ce terme-là, mais qu'on va s'adapter et pouvoir passer à côté de ce que les auteurs, autrices nous proposent comme fin du monde. Bon, mais c'est ça. C'était ma manière à moi d'essayer de remettre un petit peu de bonheur, de joie et de positivisme à la fin de cet avis de lecture-là. Je te souhaite, Marie-Claire, une semaine, des jours agréables, loin de ces idées de fin du monde.
Juste en terminant, bien, je vais inviter les gens à vous abonner, partager, commenter, aimer les différents réseaux du podcast Littérature, les cousines bouquines, la raton liseur et moi-même, Lecto Véro et tout simplement Véro. Et d'ici notre prochain partage, qui sera très certainement joyeux et agréable, n'hésitez pas à passer, n'hésitez pas, je vous souhaite de passer de magnifiques moments en compagnie des mots et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Bonne journée, au revoir.